Voyage en récit. Alice de Pomérac. Et Geoffroy Scrive. Eh bien, Alice de Pomérac, voici notre deuxième rencontre radiophonique. Merci. Tout à fait, merci à vous. Nous avions évoqué la première fois votre passion de la poésie. C'était à Lyon. Nous sommes ici à Paris. Nous suivons vos déambulations à travers la France, si l'on peut dire. Vous êtes naturopathe, mais nous n'allons pas parler de ceci aujourd'hui, même si nous pourrions invoquer dans ce sujet-là un certain Jean Maison, qui écrit et de la poésie et qui est herboriste. Dont j'ai le livre qui est magnifique. Voilà. Merci à Jean Maison. Petit salut à Jean Maison. Vous êtes passé par Oxford, il me semble. Complètement, et j'y suis toujours en écriture créative. Voilà, il faudra peut-être expliquer aux auditeurs en quoi cela consiste. Mais si nous nous rencontrons aujourd'hui, Alice de Pomérac, c'est pour parler d'une activité dans laquelle vous vous engagez au sein de la revue Philite, qui traite de philosophie, de littérature et d'humanité. Alors, première question, mais pourquoi vous engagez-vous dans cette revue, puisque justement ça ne parle pas de poésie au premier abord? Eh bien, justement parce que j'ai pu en parler de poétesse et en général de la poésie, de toutes ces femmes cachées dont on ne parle pas trop et qui sont demeurées inconnues, qui ont demeuré inconnues pour beaucoup. Mais surtout, j'aimais beaucoup la qualité en fait d'écriture chez Philite. C'est une revue qui est quand même extrêmement exigeante. On a des profils brillants et puis elle s'est toujours voulue exigeante puisque Mathieu Giroux l'avait créée en 2013 et avait vraiment voulu, alors au départ, avoir un profil anti-moderne, c'est-à-dire parler notamment de Charles Péguy, Georges Bernanos et tant d'autres. Et puis aujourd'hui, on a quand même une ouverture un petit peu plus grande, même si ça reste une revue anti-moderne. On a aujourd'hui ouvert en fait une nouvelle vie à Philite, c'est-à-dire que nous avons renouvelé l'équipe de rédacteurs en chef. Donc nous avons maintenant Paul Ducaille qui est en rédacteur en chef de la revue, directeur disons. Moi je suis rédactrice en chef de la littérature et des arts, donc on intègre aujourd'hui aussi la musique, le cinéma et les arts évidemment plastiques. Nous avons aussi Grégoire Quevreux à la religion et Guillaume Floch à la philosophie. Nous gardons toujours évidemment Mathieu qui est avant tout le père de la revue, mais aussi le plus grand conseil, celui qui a mené cette revue là où elle en est, là où peu l'ont pu finalement, parce que à cette époque-là, autour des années 2010, en fait, beaucoup d'étudiants et de passionnés de littérature créaient leur revue, et lui a fait en sorte qu'elle puisse demeurer et qu'elle puisse continuer à appeler énormément de monde. On avait quand même énormément de lecteurs encore l'année dernière, et aujourd'hui, le fait que les réseaux sociaux aient pris beaucoup de place en fait dans le schéma médiatique de la littérature fait que malheureusement on a de moins en moins de lecteurs, et c'est pour ça qu'on fait aussi un grand appel à la contribution, aux contributions de personnes tout aussi exigeantes et qui aiment la littérature, qui aiment écrire, et il faut écrire autour des 12 000 signes, donc c'est pas toujours le cas aussi. On est dans la quête au format court, au format dit efficace qu'on peut lire entre 2 arrêts de métro. Nous, c'est pas exactement ce que l'on veut. Et c'est aussi pour ça que la prochaine revue, la revue numéro 16, va sortir fin août sur l'amour. On a fait 2 entretiens, l'un avec Jean-Luc Marion, l'autre avec Catherine Breillat. Et c'est une revue qui va être particulièrement intéressante parce que le thème de l'amour, évidemment, suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi parce que ça reste dans une démarche anti-moderne. Moi, j'y parle d'Anna Akhmatova, qui avait écrit Requiem, le poème sur les prisons de Leningrad. Et donc, j'aime beaucoup me dire que cette revue va aussi aider à ce que les personnes soient de nouveau intéressées par Philite et puissent se dire qu'il est intéressant d'écrire pour cette revue, d'exigence, de qualité, et qui pousse aussi à se cultiver un peu plus, et puis surtout à lire des formats longs et à s'intéresser au format papier plus qu'au format numérique. C'est ce que je voulais dire, vous avez les 2 formats. Exactement. On peut vous trouver sur internet très facilement. Tout à fait. Philite, P-H-I-L-I-2-T. Exactement. Et vous avez un tirage papier également. On a un tirage papier qui est annuel, et il va y avoir aussi la revue qui s'appelle Résister à la modernité, qui est dirigée par Paul Ducaille et Mathieu Giroux, qui va sortir aussi l'année prochaine. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les lecteurs attendent beaucoup, ceux qui sont, disons,
très fidèle à la revue Philite. C'est un format assez long et puis très qualitatif au niveau Et vous leur envoyez par la poste? Ils sont abonnés? Il y a un abonnement? Complètement, il y a des abonnements qui sont possibles. Pour les plus fidèles, il me semble que pour ceux qui font des donations à hauteur de 20 € par mois, je crois qu'ils ont 2 revues papier qui arrivent. Ils ont la revue papier qui arrive chaque année et ils ont aussi les 2 romans de Younes Bounsena et de Mathieu Giroux sur respectivement Albert Camus et Charles Péguy. D'accord. Et puis en général, en fonction de la donation, on donne aussi évidemment les revues papier et la revue Résister à la modernité. Et alors à la fin de l'année, ça fait un recueil de combien de pages? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles qui sont produits, il me semble, quand on va sur le site. Alors pour la revue papier, en fait, on fait une revue à thème et chacun fait un article d'environ 20 000 signes. Donc là, c'est vraiment une publication qui est complètement inédite, qui est en dehors du format qu'on propose sur Internet. Là où nous, pour les articles que l'on publie, c'est plutôt autour des 12 000 signes. Donc c'est vraiment une revue qui est plus qualitative, où on peut aussi parler en son nom pour certains. Je crois qu'il y a eu aussi à une époque de la fiction dans cette revue, donc on essaye d'avoir un contenu encore plus qualitatif. Alors que faut-il faire pour devenir rédactrice en chef? Parce que vous connaissiez cette revue dès sa création en 2013, ou petit à petit vous êtes venu, puis vous vous êtes dit tiens, c'est quand même un format qui m'intéresse, un contenu qui est sérieux, qui m'intéresse, et comment on arrive à contacter cette équipe pour en devenir la rédactrice en chef? Pas du tout, moi en 2013 j'avais 14 ans, donc si vous voulez les revues anti-modernes, je ne les lisais pas. Non, en fait j'ai commencé à rédiger dans certaines revues littéraires il y a seulement 3 ans. Aujourd'hui, je suis aussi rédactrice chez Huis Clos, qui est une revue magnifique que j'estime beaucoup et dans laquelle j'ai pu parler aussi d'auteurs inconnus, ou en tout cas qu'on ne lit plus beaucoup. Et Philite, tout a commencé par un article que j'avais fait sur Chesterton, sur l'orthodoxie. En fait, Mathieu Giroux, je l'avais rencontré à la publication d'une dernière revue papier, d'il y a 2 ans, il me semble, et j'avais donc pu le rencontrer, et puis j'avais proposé d'écrire, et tout de suite on m'avait mise en garde parce que j'allais être la seule femme, et que chaque femme qui était rentrée dans la revue Philite avait tenu que quelques mois. Je me disais d'accord, donc c'est un défi, j'aime les défis. Mais au-delà de ça, en fait, je me suis rendu compte que même si c'était une équipe composée à 99,9% d'hommes, je m'y sentais très bien, je m'y sentais beaucoup mieux que dans certaines autres revues ou certains autres endroits de littérature où je m'étais rendue. Donc finalement, je ne voyais pas vraiment... La seule chose qui pouvait être en effet comment je pourrais dire... La seule chose qui pouvait être problématique, ou en tout cas qui pouvait être stimulante pour moi, c'est le gage de qualité. C'est-à-dire que pour un premier article, il fallait que ce soit parfait, ou alors en tout cas qu'il y ait quelques détails à revoir, mais que la qualité d'écriture, d'analyse et évidemment de critique soit totale. Et pour ce premier article, je me souviens que j'avais beaucoup travaillé, énormément, parce que je me disais que ça allait être une très très grande chance pour moi d'écrire dans cette revue. À l'époque, j'avais un poste de vendeuse dans un magasin de parfums. J'étais malheureuse, j'avais un tout petit appartement, même si c'était à Saint-Germain-des-Prés, j'avais vraiment cet espoir de pouvoir écrire dans cette revue, j'ose l'avouer aujourd'hui. Et donc Mathieu Giroux a beaucoup apprécié mon texte, même s'il y avait des choses à revoir, il m'a dit que c'était qualitatif, et donc j'ai pu intégrer la revue, mais c'était il y a seulement 1 an. Donc j'ai eu énormément de chance de pouvoir déjà montrer ma fidélité, ma loyauté et ma motivation à toute épreuve d'écrire chez Philite. Et puis lorsque la revue a été refaite, que Mathieu Giroux a finalement proposé à Paul Ducaille de reprendre la revue, en tout cas pour sa direction. Évidemment, il a toujours un œil dessus. Eh bien, il m'a proposé d'être rédactrice en chef littérature et art. Et ça s'est ajouté au dernier moment. Et j'ai été ravie parce que j'aurais jamais pu imaginer, en effet, qu'on me propose ça à moi, qui était là que depuis 1 an et qui était la seule femme de la revue. Et combien de temps cela vous prend-il, du coup, au quotidien? Au quotidien, écoutez, ça a commencé il y a très peu de temps. Donc, au quotidien, je dirais 2 heures pour l'instant, et encore. On est vraiment aux prémices de la stratégie de communication déjà, parce que je vais essayer de reprendre Instagram et certaines publications. Moi, j'aimerais beaucoup humaniser la revue, c'est-à-dire mettre un peu plus en lumière les rédacteurs en chef, montrer quels sont leurs auteurs de prédilection, montrer, je sais pas, par un thème, ce qui pourrait en effet proposer aux lecteurs et aussi à de nouveaux contributeurs, je l'espère, en matière d'auteurs et de textes à relire. Et donc pour l'instant notre objectif est vraiment de rameuter du monde,
principalement, qui est des nouveaux contributeurs. Alors justement, vous parlez de monde. Est-ce que vous parvenez entre vous, les rédacteurs, en chef en tout cas, à vous voir un peu, à organiser des rencontres? Comment vous les avez rencontrés les premières fois? On essaye, mais finalement, je crois que nous sommes que 3 à travailler à Paris. J'ai aussi oublié de nommer Antoine Sanchez qui est en responsable marketing. Donc ça, c'est aussi un poste qui nous est particulièrement vital, puisque aujourd'hui, encore une fois, les réseaux sociaux sont au cœur des problématiques de vente d'une revue ou même de résonance. Mais donc nous sommes que 3 à habiter à Paris, et donc de fait c'est assez limité pour les rendez-vous en présentiel. Nous faisons plutôt des rendez-vous évidemment en visio. Aujourd'hui, c'est à l'honneur depuis le Covid, donc on fait plutôt ça. Ouais. Et donc, vous faites des appels à d'éventuelles personnes motivées qui voudraient écrire pour la revue? Il y a des sélections, si je puis dire? Il y a la sélection surtout de la motivation et de la rédaction. On recherche évidemment pour la plupart des personnes qui peuvent être universitaires, des personnes qui sont en littérature ou en philosophie. Nous, par exemple, Paul Ducaille est philosophe. On a aussi Grégoire Quevreux qui a fait aussi des études de philosophie. On a aussi Guillaume Floch qui lui-même est en train d'écrire une thèse en philosophie. Oui. Donc, on cherche quand même plutôt des personnes qui ont cette habitude d'écrire de longs textes et donc avec une force d'analyse qui est assez importante. Après, moi, je suis une personne qui n'a pas fait d'études littéraires, de hautes études littéraires. J'ai toujours fait quelques formations pour mon plaisir. Donc, il n'y a pas de règle en vérité. C'est ça. Ouais. Alors, y a-t-il un article sur lequel vous planchez en ce moment, Alice? J'écris sur Mario Vargas Llosa, puisqu'il est mort récemment, donc prix Nobel. Je lis notamment Tour et détour de la vilaine fille, qui était un prix Nobel en 2010. C'est un auteur que bizarrement je ne connaissais pas, je n'avais quasiment pas lu, donc c'est très intéressant pour moi de me plonger dans son œuvre, et je dois avouer que j'aime beaucoup, donc en ce moment c'est là-dessus que j'écris. Et quand cela pourrait-il sortir, cet article? Je pense d'ici quelques semaines, je dirais 2 semaines. D'accord. On essaye aujourd'hui de faire un article par semaine en publication, le mercredi à 10h la plupart du temps. Donc ça implique aussi que chacun s'y mette et qu'on trouve beaucoup d'articles, parce que c'est un rythme qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois. Donc voilà. Faut-il relancer de temps en temps un petit peu les personnes qui écrivent pour la revue? Il y a une sorte de motivation quelque part, un peu vous entretenez? Il y a un manque de motivation qui est clair, parce que il faut le dire, la plupart des rédacteurs aujourd'hui déjà ont un métier, pour certains ont une famille, pour certains sont encore en études ou donc en rédaction de thèse. Donc il faut trouver du temps pour écrire en plus, en sachant que évidemment pour l'instant c'est un poste bénévole. Donc c'est aussi une problématique aujourd'hui qui est au cœur aussi des questionnements que nous avons, parce que pour avoir plus de rédacteurs, il faut aussi pouvoir soit les rémunérer, soit leur offrir une forme de gratification. Oui. Donc ça, c'est aussi une problématique sur laquelle on travaille. On aimerait que un feuillet qu'on sortira prochainement puisse couvrir certains frais, et surtout les frais pour certains rédacteurs. Et donc l'entretien de la motivation peut commencer à être compliqué, parce que chacun a ses préoccupations. Il faut l'avouer aussi, beaucoup de rédacteurs ne sont plus à leur jeune âge, donc n'ont plus forcément la main sur certaines nouveautés, sur comment rendre un article plus attractif, même si c'est pas notre but de fond. Notre but de fond, c'est de garder de la qualité et donc forcément de la longueur. Il faut aussi se mettre à la place parfois des nouvelles générations qui sont dans les générations de l'immédiateté, qui n'ont pas l'habitude de prendre le temps de lire un article. Moi, je sais que mon compagnon est agrégé de lettres, et il me dit souvent qu'en cours, il est très compliqué d'avoir l'attention des élèves, parfois plus de 15 minutes. Ouais. Alors parfois, il se rend compte qu'un cours de 35 minutes suffirait, parce qu'après, il a plus personne. Mais en fait, dans une génération où TikTok prend le dessus et où on peut aller jusqu'à 1000 vidéos par jour de 15 secondes, il est très très compliqué d'annoncer à une jeune personne qu'il faut lire un article qui va prendre 10 minutes à être lu, mais en concentration, ça peut être compliqué. Oui. C'est un écueil. Alors, quand on lit la description sur le site internet de Philite, j'ai relevé quelques lignes. Vous vous déclarez hostile aux dérives de l'idéologie du progrès. Vous opposez le matérialisme que vous ne voulez pas suivre pour vous ouvrir à la spiritualité. De même pour l'individualisme par rapport aux anciennes solidarités. Alors justement, comment on arrive à toucher les jeunes avec ces sujets-là?
C'est d'autant plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué parce que ce sont des sujets qui sont aussi un peu à rebours des nouvelles technologies et donc des réseaux sociaux. C'est souvent la question qu'on se pose. Comment peut-on être anti-moderne et publier sur les réseaux sociaux en voulant être attractif? C'est un peu un contresens. L'intérêt, c'est surtout finalement de, comment je pourrais dire, partager, transmettre la parole de certains auteurs, notamment, encore une fois, Georges Bernanos, Charles Péguy et tant d'autres. Moi, j'ai aussi à cœur de partager la parole de certaines femmes. On parle aussi beaucoup de Simone Veil, par exemple. Je sais que Paul Ducaille travaille notamment sur elle. On essaye d'avoir de trouver un entre-deux, c'est-à-dire de pouvoir transmettre au plus grand nombre la parole de ces auteurs qui ne sont plus lus, ou en tout cas de moins en moins, de pouvoir partager toujours nos aspirations littéraires, philosophiques, politiques un peu moins, même si ça reste au cœur de Philith, et puis pour certaines fois mystiques, spirituelles, religieuses même. Oui, il y avait un bon article produit récemment sur le pape. Tout à fait, exactement. On a toujours à cœur de partager des articles religieux et c'est quelque chose qui est très important, je pense aussi aujourd'hui, parce que on est aussi dans une crise spirituelle, donc c'est pour moi quelque chose de vital. Mais au-delà de ça, c'est là qu'on se pose la question. Moi, j'ai souvent pensé que des vidéos, par exemple, sur YouTube pourraient être intéressantes pour notamment transmettre cet intérêt. Et puis surtout, on est aussi encore aujourd'hui, je le pense, avec peut-être un peu de prétention, un rempart de culture générale. Beaucoup de gens viennent lire nos articles parce que parfois, en 12 000 signes, on a finalement une pensée sur un article qui est paru dans un journal ou même sur un roman paru ou un nouveau livre. Et donc, ça donne aussi ce genre de petits billets de comment je pourrais dire, de culture générale en bloc. D'un coup, on peut avoir une nouvelle information sur un roman paru. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'ils viennent voir Philith pour ça. Oui, justement, cela amène à cette question. Y a-t-il un courrier des lecteurs? Recevez-vous que ce soit du courrier ou un SMS ou je ne sais pas par les réseaux que vous employez, mais y a-t-il des retours des lecteurs? Pas encore, pas assez. On a un encart commentaire sur chaque article qui est paru, mais c'est un petit peu compliqué de trouver encore des personnes qui commentent. On a eu ça sur Facebook beaucoup. On avait même des débats qui pouvaient commencer sur une publication. Parfois, c'était même juste sur une citation. Et c'était passionnant, vraiment. Mais aujourd'hui, un peu moins. Aussi peut-être parce que on est moins. Les personnes nous disent qu'on est moins figé dans notre identité. C'est-à-dire que parfois ils se demandent déjà si on est de gauche ou de droite. Ils se demandent quel est le fond aujourd'hui de Philith. C'est pour ça qu'on essaie de consolider aussi cette identité anti-moderne, de rappeler quels sont nos auteurs de prédilection. Même si on travaille aussi sur des auteurs qui sont vivants. Donc c'est pas du tout une revue poussiéreuse dans laquelle on parle de personnes mortes uniquement, au contraire. Non, oui. Mais donc c'est ça. Mais là on est en train de lancer notamment une sorte de lettre Philith qui sera finalement le synonyme de newsletter où on mettra aussi en avant les nouveautés, cette nouvelle équipe, des petits billets d'humeur et donc j'espère que ça pourra être propice à des réactions, à des commentaires et à peut-être des discussions autour de ce que l'on propose. Vous dénoncez aussi, il me semble, en tout cas je l'ai lu sur le site, l'arrogance de l'esprit moderne. Ça va loin? Et le champ peut être vaste également. Comment s'y prend-on pour être à la fois, droit dans ses bottes, si j'ose dire, et en même temps à pouvoir, attirer des lecteurs que cela pourrait effrayer? Je pense que le côté aussi très marqué de Philith dans ses affirmations appelle beaucoup le lecteur parce que aujourd'hui on est aussi malgré tout dans une quête du buzz sur les réseaux sociaux. Donc évidemment avoir des pensées très marquées, parfois un peu cinglantes, peut aider à ce que ça soit beaucoup plus lu. Alors on ne le fait pas pour ça. Ceux en tout cas qui écrivent ce genre d'article, parce que c'est pas mon cas personnellement, mais ceux qui écrivent ce genre d'article, c'est parce qu'ils y croient profondément et que c'est encore une revue libre d'expression dans laquelle on propose des contenus qui ne sont pas dits tièdes, mais où vraiment on a un appareil critique total, où on va jusqu'au bout de nos intentions et surtout nos opinions en lisant un auteur, et c'est ça, je pense, qui est le plus intéressant et rare dans une revue encore aujourd'hui. Oui. On ne plie pas sous le joug du lecteur pour tous. On n'est pas un Télérama, si vous voulez.
Donc notre revue reste très exigeante de ce point de vue-là et surtout très affirmée. Oui, c'est exigeant, vous l'avez dit. Comment vous contactent ceux qui aimeraient écrire un article? C'est-à-dire qu'ils envoient simplement à l'adresse de contact de Philith, ou faut-il déjà connaître les membres des chefs de rédaction pour leur écrire? Absolument pas. Vous voyez, moi j'ai été... Donc on a fait une annonce officielle des nouveaux rédacteurs en chef il y a quelques semaines, je dirais 2 ou 3. Sur le site? Sur le site et sur nos réseaux sociaux, et j'ai déjà reçu environ 5 mails à mon nom. Alors c'était pas toujours en littérature, si ce n'est, je crois, quasiment aucun. C'était plutôt spiritualité, religion. J'ai eu un très bel article sur la franc-maçonnerie, un très bel article sur Notre-Dame et l'art sacré, pour parler de la nouvelle inauguration de Notre-Dame. Donc en fait non, pas du tout. J'ai aussi des personnes qui m'envoient leurs romans en PDF et qui m'envoient un lien pour pouvoir en parler, d'autres personnes qui m'envoient leurs romans directement. Donc finalement non, on a vraiment des contacts, je dirais naturels. Les personnes viennent nous contacter naturellement, et c'est aussi ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'on peut librement lire les articles, les partager à chacun, et puis surtout mettre à l'honneur ces personnes-là qui travaillent, qui ont déjà des articles à proposer, qu'on ne connaît pas toujours, et qui ont le courage de nous l'envoyer, et nous surtout le bonheur de les lire. Alors donc vous recevez par exemple ici un roman. Donc c'est un roman qui a déjà été édité. Oui. Vous le lisez, vous arrivez à le lire, oui. Et vous faites réponse pour savoir oui ou non il y aura un article Exactement. À son sujet. Tout à fait. Et ensuite cet article, est-il soumis au comité des chefs dont vous faites partie, ou est-ce que c'est votre responsabilité seule qui fait le proposer? Disons qu'on est plutôt tous en autonomie. Je pense que cette équipe a été créée aussi par confiance, c'est-à-dire qu'on a confiance dans le goût et l'analyse fine de chacun. Après, évidemment, si nous avons un doute, je pourrais toujours en parler au directeur et au rédacteur en chef, mais globalement, non, on a tous notre liberté de déterminer si c'est un bon article ou non. D'accord. Donc il y a cette part de liberté que j'imagine que vous appréciez, vous, personnellement. Oui, complètement. Et puis je pense qu'il est vital pour qu'une équipe perdure et surtout soit forte dans ses décisions et sa réalisation de ses objectifs, c'est que chacun ait aussi ses tâches, son autonomie, et sache quoi faire dans sa rubrique. Alors, étant donné votre goût pour la poésie dont nous avons parlé au début de cette conversation, Alice de Pomérac, êtes-vous ou étiez-vous attendu justement sur ce terrain-là pour Philith? Je crois que je le suis quand j'en parle avec Mathieu et Paul, mais je reste toujours de toute façon une fervente rédactrice sur le thème des aspirations de Philith. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de Chesterton, j'ai aussi parlé de Léon Bloy. J'avais vu d'ailleurs Pierre Glaude à ce sujet-là, qui est spécialiste notamment de Léon Bloy. Donc finalement, et j'ai aussi découvert beaucoup de choses, parce que je n'étais pas une fervente lectrice de Bernanos, Péguy et Bloy avant d'arriver là. Au contraire, mais j'ai découvert ces auteurs avec beaucoup de plaisir. Et puis j'ai pu parler de mes petites poétesses inconnues. J'ai pu parler d'Elisabeth Barthes, qui parlait des incandescentes, que vous connaissez bien. J'ai pu parler d'Anna Akhmatova, j'ai pu parler de Cristina Campo, j'ai pu parler de beaucoup d'auteurs. J'ai pas encore parlé de Sylvia Plath, mais j'ai pas réussi à la placer encore, celle-ci. mais voilà, j'ai pu aussi donner un peu de place à certaines femmes inconnues, qui plus est. J'ai pas parlé directement de Simone Veil, par exemple, ou je sais pas, de Simone de Beauvoir ou d'autres. Mais je suis heureuse que ça a été très bien accueilli par les rédacteurs de Philith, parce que je pense que c'est important aussi, et que ça peut donner une petite touche un petit peu plus disons originale, un peu différente de ce qu'était l'habitude de Philith depuis quelques années. Vous avez indiqué plusieurs noms que vous n'aviez pas réussi encore à placer. Alors justement, le fait de devoir attendre n'est-il pas, un des premiers lieux d'être anti-moderne? Complètement. Dans cette patience. Complètement. La patience est, je pense, l'une des plus grandes vertus d'un anti-moderne. Et aujourd'hui, la patience est une vertu qui est peu usitée, ou en tout cas peu trouvée chez chacun. Donc vous l'exercez également au sein de Philith? Je l'exerce également au sein de Philith. Je l'ai exercé pendant de nombreuses années, finalement, avant de pouvoir parler des auteurs qui m'intéressaient et que je lisais personnellement. Et puis j'ai pu aussi parler de mes aspirations
disons anglo-saxonne, anglophone, puisque j'ai parlé aussi du pentamètre iambique de Shakespeare, qui avait été enfin remis à l'honneur par Markovitch, André Markovitch, Ah oui, bien sûr. dans ses belles éditions Mesure. Et donc ça, c'était aussi un grand plaisir, parce que c'est vrai que la poésie... on oublie la métrique, on oublie aussi les sonorités qui font la poésie et surtout la richesse des sonorités d'autres langues. Et le pentamètre iambique en fait partie, parce que nous, en France, nous n'avons pas ces fluctuations sonores dans un poème. Ça n'existe pas dans la langue française. Nous n'avons pas d'accent tonique. Donc, c'était très important aussi pour moi de parler de ça. Et même si c'est un thème de niche, j'étais très heureuse de pouvoir l'explorer librement chez Philite. Bon, alors pour terminer, nous pouvons fermer cette boucle, peut-être par Jean Maison. Y aurait-il l'occasion peut-être de parler des poètes contemporains comme lui et en lien avec votre métier J'aimerais beaucoup. J'avais déjà écrit sur l'alchimie et Faust, mais ça c'était plutôt pour huis clos. Mais j'avais quand même proposé... J'avais notamment fait aussi un entretien avec Paul Petitier qui parlait notamment de la figure de la sorcière chez Jules Michelet. D'accord. Et donc là, j'avais pu prendre le plaisir de parler de plantes mortelles, qui est aussi une passion d'herboriste, parce que les plantes sont riches d'originalité, de particularité. Et donc j'avais pu parler de la figure de la sorcière aussi, qui est évidemment à considérer sous un point de vue féministe, mais aussi ce que cela représente aujourd'hui, parce que la figure de la sorcière est très usitée par les jeunes de nos jours. Donc j'ai quand même pu placer de temps en temps quelques connaissances de botanique, et puis surtout finalement ma passion pour la botanique et aussi pour l'alchimie. Donc ce serait avec grand plaisir de m'entretenir avec Jean Maison s'il le veut et qu'il m'y autorise, parce que j'ai beaucoup aimé son livre sur l'herboristerie, et puis les poètes contemporains sont vraiment à mettre à l'honneur, parce qu'aujourd'hui la poésie est un terrain de niche que très peu de personnes lisent, et donc c'est d'autant plus important de le mettre à l'honneur. Eh bien, merci beaucoup. Espérons que ce souhait puisse se réaliser un jour avec la patience qu'il nécessitera. Tout à fait. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci, Élise de Pomérac.